afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for keeping the rendezvous. You are watching the bilingual newscast on Equinox Television. We are going to begin right away in the French language with Sylvestre Polizangao. Sylvestre, bon après-midi à vous. Good day to you, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Mort de Monseigneur Jean-Benoît Bala après la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre, indiquant que après plusieurs autopsies effectuées sur la dépouille de l'évêque par des médecins légistes commis par Interpol, révélant ainsi que la mort probable de l'évêque serait par noyade. Les réactions n'ont pas tardé, celles des députés qui ont été interrogés à l'Assemblée nationale par nos reporters Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Parce qu'il s'agit d'une actualité brûlante, c'est tout naturellement que les échos du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre ont résonné jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les députés marquent leur étonnement en constatant que l'affaire n'est pas encore bouclée, même si le procureur général a évoqué la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'ancien évêque de Bafia. Évidemment, en tant que parlementaire, je ne peux pas ne pas me sentir concerné quelque part, et je pense que l'ensemble de la population camerounaise se sent également concernée. Ce drame nous a tous secoués. Maintenant, s'il faut faire la lumière, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Ceux qui connaissent l'homme disent qu'ils ne peuvent pas croire à la thèse d'un suicide. Il est évident qu'il y a deux sons de cloche par rapport à l'autopsie initialement conduite par les médecins légistes locaux. Mais maintenant, c'est au procureur de nous dire quelle est la bonne version entre les deux. Les députés refusent cependant de verser dans la polémique actuelle qui veut opposer les premières conclusions de l'enquête publiées le 4 juillet aux déclarations de la conférence épiscopale privilégiant la thèse d'un assassinat brutal. Même si on a parlé de noyade, noyade ne veut pas dire suicide. On peut vous noyer. Donc ça ne veut pas dire que le communiqué va à l'encontre de ce que le communiqué des évêques nous a enseigné. Donc je crois que ce qui est prudent, c'est qu'on laisse cette enquête très très délicate se dérouler jusqu'à la fin. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que la lumière soit faite. Vous savez, la position des uns et des autres est compréhensible. Maintenant, je ne doute pas du tout d'ailleurs de la position des évêques. Mais voilà, il faut se résoudre à ce que le procureur en charge de l'enquête a dit qu'il n'y a pas eu, apparemment il n'y aurait pas eu violence sur le corps et qu'il se serait noyé. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu assassinat. Puisque les investigations se poursuivent, les députés souhaitent que cela se fasse avec plus de célérité et que la lumière soit faite définitivement sur ce énième scandale qui ébranle l'Église catholique. Tout ce que je peux demander, c'est que l'enquête devrait connaître une diligence un peu plus marquée que celle qu'elle a déjà aujourd'hui, parce que les Camerounais ont envie de savoir, et envie de savoir très vite ce qui s'est réellement passé. Et je pense que la partie qui est relativement inquiétante, c'est qu'au vu de la position des évêques et de tous ceux qui étaient sur place et qui ont vu le corps de Monseigneur, il semblerait qu'il y ait des assassins dans la nature, et donc c'est dangereux pour la société. Et c'est pour cela que la justice doit faire absolument vite pour trouver ces assassins-là. Le procureur général, Jean-Fils Tamac, a promis que les conclusions de l'enquête qui se poursuit seront portées à la connaissance du public le moment venu. On ne perd donc rien à attendre. Et c'est donc une multiplication d'interrogations après la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre. La réaction de la conférence épiscopale nationale est attendue. Les évêques qui, eux, croient dur comme fer que leur collègue a été brutalement assassiné. Mais quels sont les silences constatés dans cette affaire? Tentative de réponse avec Donald Brice-Kamgan. Si l'on peut se satisfaire du point fait à mi-parcours sur l'enquête ouverte après le décès de l'évêque de Bafia, la communication du procureur général près la cour d'appel du centre laisse des silences retentissants pour plus d'un observateur. L'autorité judiciaire renseigne que 2 collèges de médecins locaux ont examiné la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala les 2 et 22 juin dernier
et que des autopsies ont été pratiquées sur le corps du prélat. Cette enquête locale est-elle allée jusqu'à son terme? Sinon, pour quelles raisons? Si oui, quelles en sont les conclusions? Sont-elles en contradiction ou corroborent-elles les résultats présentés par l'équipe de médecins d'Interpol? Au demeurant, qu'est-ce qui a motivé le recours à une expertise internationale? En tout cas, à en croire le procureur général près la cour d'appel du centre, les médecins étrangers n'ont relevé aucune trace de violence sur la dépouille de l'évêque de Bafia, un pan du communiqué de l'autorité judiciaire qui tranche nettement avec la conclusion publiée en mi-juin dernier par la Conférence épiscopale nationale. L'Église catholique avait alors parlé non pas d'un assassinat, mais d'un assassinat brutal de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Peut-on penser que l'Église catholique a pris une position aussi sentencieuse et tranchée sans avoir réuni tous les éléments nécessaires? Quoi qu'il en soit, les prochains développements de cette affaire s'annoncent pour le moins édifiants. Accident ferroviaire d'Ezeka survenu le 21 octobre 2016. Les avocats de la défense, les avocats des familles des victimes qui sont sous la bannière du collectif Vauquin exigent du transporteur Camrail la production devant le juge des référés d'une police d'assurance. Camrail, pour sa part, estime que les avocats du collectif excellent plutôt dans le dilatoire. Innocent Abegaouna, Donald Anyuzwa. La procédure judiciaire en référé contre Camrail dans le cadre de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 suit son cours. Le collectif Vauquin, représentant les victimes du train Intercity 152 et le conseil de Camrail étaient encore devant le juge des référés du tribunal de première instance de Bonadjo. Au sortir de cette audience, le conseil de Camrail va dénoncer l'attitude du collectif Vauquin qui, selon lui, excelle dans le dilatoire. Le principe en droit, c'est que lorsque vous venez au tribunal solliciter un droit et que vous dites que votre droit se base sur tel document, vous devez le produire. Ils ne peuvent pas l'avoir en leur possession, sinon par des moyens qui sont illicites. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous dénonçons par ailleurs. De l'autre côté, ce collectif utilise des moyens qui sont tout à fait illicites et illégaux et qui sont aux antipodes des règles de notre déontologie. Du côté du collectif des avocats défenseurs des victimes du déraillement des ECA, l'on exige du transporteur Camrail la présentation d'une police d'assurance. Pour produire une police d'assurance, on n'a pas besoin qu'elle soit contenue dans une convention de concession. L'activité de transport nécessite obligatoirement qu'on ait une police. Ça conforte nos doutes. On se demande bien s'ils sont assurés. S'ils sont assurés, pourquoi ils font tant de résistance pour produire l'assurance? Un argument botté et en touche par Camrail qui souhaite mettre l'accent sur l'essentiel. L'issue favorable pour les victimes, c'est l'indemnisation. Et ce que nous dénonçons, c'est l'attitude de ce collectif en particulier qui se détache un peu des autres parce qu'il y a plusieurs avocats. Il ne faut pas croire que Camrail négocie. Il y a plusieurs avocats qui sont impliqués dans ce dossier mais qui n'ont pas les mêmes attitudes que ce collectif. Camrail, prenant position sur la prescription dans le cadre des indemnisations, fait savoir qu'il sera permis aux victimes et ayants droit qui se sont fait enregistrer d'instruire leur dossier même au-delà du 21 octobre 2017. Et c'est sur ces entrefaits que la prochaine audience a été renvoyée au 12 juillet 2017. Depuis 4 mois, une grande partie de la ville de Mbanga dans le département du Mungwe est sans énergie électrique. De gros désagréments accompagnent ici le quotidien des populations de cette ville. Découvrons tout cela dans ce reportage de Jacquino Molon et Julingue Nyonde. C'est depuis février 2017 que la plupart des quartiers de la ville de Mbanga dans le département du Mungo sont sevrés de l'énergie électrique. 5 mois déjà que les populations sont plongées dans le noir et n'arrivent plus à s'épanouir dans ces conditions. L'éclairage public inexistant, la chute récurrente des poteaux électriques vétustes, des câbles qui jonchent le sol, ce sont autant de clichés
qui courroucent davantage les personnes qui vivent dans cette localité. Parce que les lampes tempêtent avec le pétrole. Il y a les congélateurs, le frigo, on ne peut rien, on ne peut pas repasser. Voilà les habits qui sont entassés, les téléphones, vraiment rien écrasé, c'est rien. Nous sommes dépassés. Déjà 4 mois depuis février, nous vivons dans cette situation. Les bandits peuvent sortir ici. Et comme il fait tellement noir, tu ne sais même pas qui est qui. Au centre-ville, par exemple, l'alimentation en énergie électrique se fait de manière sporadique et de faible intensité. La situation échappe au contrôle du magistrat municipal, visiblement exaspéré par les événements. La plupart de ces ampoules sont grillées à cause de mauvaise tension du courant électrique, qui les grille à tout moment. Maman n'a jamais été aussi éclairée qu'avant. Nous sommes vraiment désolés. Les poteaux sont couchés. Ça fait plus de 4 mois, c'est vrai. Ce n'est pas la faute de la mairie. Si vous avez du temps, j'allais vous montrer une correspondance que j'ai adressée au chef de centre ASNL et même au ministre de l'énergie pour dire que la ville de Manga est changée de poteaux pourris qui privent les populations du cours de l'électricité, que les poteaux qui transportent l'énergie vers ces villages sont tombés. Même les promesses électorales faites en 2013, à l'époque de l'ancien directeur général de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, n'ont jamais été réalisées, à la grande désolation des conseillers municipaux. Il y a des élections de 2013, je parle en tant que conseiller municipal. Lorsque nous sommes descendus à Pénamboko, nous étions avec toute l'équipe, même le DG de la SONER, Jean-Moni Billet. Ils ont promis la lumière qu'ils devaient donner dans l'arrondissement de Mbanga. Ils n'ont rien donné. Et les gens là boudent. Les gens là se plaignent jusqu'à maintenant. Et voilà donc, parlons à présent de MTN Cameroun qui intensifie sa présence dans la région du Sud Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile a récemment procédé à l'inauguration de son agence de la ville de Kribi dans le département de l'Océan. MTN Cameroun intensifie sa présence dans la région du Sud. La société leader dans le secteur des télécommunications a procédé le 28 juin 2017 à l'inauguration de son agence de Kribi, portant ainsi à 20 le total de ses points de contact des clients sur le territoire national. La cérémonie fort courue a été présidée par la première autorité administrative du département de l'Océan. La ville de Kribi, c'est une ville d'avenir, comme je l'ai dit. C'est une ville qui est appelée à grandir. Et il va de l'intérêt de tous les investisseurs potentiels d'avoir déjà un pied à Kribi. Parce qu'avec l'avènement du port, l'ouverture prochaine du port, c'est une ville qui va prendre un envol qui ne va plus s'arrêter, qui sera le moteur de développement de toute la sous-région. La nouvelle agence MTN, établie dans un immeuble moderne au quartier Mokolo, arrondissement de Kribi 1er, dispose d'une capacité d'accueil d'au moins 500 clients par jour, avec aux manettes une équipe de professionnels rompus à la tâche et disposés à fournir à la précieuse clientèle MTN de Kribi des services privilégiés et personnalisés. Nous avons remarqué que les populations de Kribi avaient besoin de se déplacer sur de longues distances pour pouvoir trouver un point service MTN. Et nous avons voulu y remédier. Notre but ici principal, c'est de ramener l'expérience client au plus proche des utilisateurs, mais aussi d'offrir aux populations de Kribi et à nos clients de Kribi une expérience dans le nouveau monde digital qu'est le numérique. Avec l'avènement de la 4G à Kribi qui est là depuis avril au début de cette année, ils pourront utiliser et toucher tous les services liés à la donnée mobile, à l'internet mobile, à la téléphonie et aussi aux services ICT. Mais en plus, nous ramenons un peu plus proche nos services mobile money aussi. Donc ça, on veut être plus proche de nos clients. L'agence MTN de Kribi, opérationnelle depuis le 8 mai 2017, offre déjà aux populations ainsi qu'à tous les visiteurs de cette cité balnéaire aux attraits touristiques et naturels avérés une expérience client exceptionnelle grâce à un service personnel impeccable et une meilleure proximité. Je suis particulièrement content parce que ça nous rapproche davantage des services MTN parce qu'avant, au niveau de Kribi, simplement pour reconduire, puis on était obligé de partir à Douala. Moi particulièrement, j'ai eu à faire ça plusieurs fois. Mais déjà la semaine passée, j'ai muté mon numéro de la 3G en 4G sans problème et c'était gratuit ici sur place. Depuis que MTN est là, d'abord la communication est facile, il a des bons services et nous apprécions donc maintenant cette agence qu'il est venu implanter sur place ici chez nous.
En investissant dans la construction d'infrastructures solides et modernes pour améliorer l'expérience client, MTN démontre son attachement au Cameroun et travaille à s'assurer que les populations s'approprient le nouveau monde digital en participant activement à la démocratisation de l'accès Internet pour ses 10 millions d'abonnés, ceci grâce aux offres adaptées à leurs besoins. Well, Mimimifo, you have the second segment of the news. Thank you, Sivasi Polizanga. To our televiewers, we thank you as well for joining us in this second segment of the news. It has been months of hardship in Banga of the Mongo division of the country since residents were deprived of their basic necessity, that is electricity. Locals who are not even sure of a timely solution say that they are bound to resort to other alternatives. Let us take a look at how it is affecting the inhabitants of Mbanga in the Mongo division of the country in the following report. I am home alone. There is no electricity. We have been in the dark for 4 months now. The ordeal of a resident in Banga whose activities are being perturbed by power cut. He adds that his 2 sons face difficulties preparing for end-of-year examinations due to the absence of electricity. The impact of the problem is general. As this Mbanga resident explains, bush lamps and artificial lights have become the only option. She also complains that fridges and irons are out of use. They cannot iron dresses or conserve food in the fridge as a result, she explains. Mbanga has been without electricity since February 2017. Several electric poles are lying on the ground to the indifference of the company in charge of electricity. The mayor of the locality said that the problem is not at his level. He has written on several occasions to the company in charge and even to the Ministry of Energy, but his move is still to bear fruits. Si vous avez du temps, j'allais vous montrer une correspondance que j'ai adressée. Councillors on their part say that they have tended to shoulder the burden more. Et les gens là boudent. Les gens là se plaignent jusqu'à maintenant. Locals are accusing them of failing to fulfill campaign promises. Several parts of the Mongo division are constantly being affected by power cuts. And a visually impaired PhD student in the University of Buea in the southwest region of the country goes on a hunger strike. It is happening now on the campus of the said institution after he was compelled to pay tuition fees before his defense. He beseeched the entrance of the Faculty of Education decrying injustice. Derek Jato sought to know why the assistant lecturer in charge of special education need had to go on hunger strike. Let's hear him in the following report. University of Buea, Thursday, July 6, 2017. On the doorsteps into the Faculty of Education, a University of Buea assistant lecturer is on a hunger strike. Mr. Charlie Nyonyogab is visually impaired and a PhD student. He says the University of Buea authorities have denied him from defending his PhD thesis, and all his mates defended it last year. The reason is that this blind assistant lecturer has not paid the tuition fee per the University of Buea authorities. In one of his letters to the Vice Chancellor last year, Mr. Charlie Nyogab quoted the law protecting the students of his kind, which other state universities like the University of Douala and Yaoundé are respecting. Yes, the 2010 law on the protection and welfare of persons with disabilities, if you read sections 28 and 29, the law says that the state shall provide the material and financial needs of pupils and students with disabilities. It also says the state or students and pupils with disabilities shall be granted exemption from fees, tuition fees. Today, the University of Buea assistant lecturer who teaches special needs education is seated on the floor in front of his students. Mr. Charlie Nyogab feels that the internal mechanism of the University of Buea have all been exhausted, reason why he is calling on President Paul Biya to come to his rescue. I have written a letter to the President of the Republic because my encounter in the university here has not been a palatable one.
Since I applied last year in October, it's more than 8 months. But sources from the University of Buea authorities hold that other visually impaired students have gone through the same academic process and did pay their tuition fee. But Mr. Charlie Nyugab told us that he is the first visually impaired PhD student in the history of the University of Buea, and all he needs is for the law to be respected, for he did not bargain for disability. Thanks indeed, Derry Jato, for that report. It should be noted that the strike action of the visually impaired student, PhD student, the University of Buea, is coming barely few days after the new Vice-Chancellor was appointed by the President of the Republic. Now, the case between victims of the Zika train accident, represented by a group of legal men and women, as well as Cambrai, is still to yield fruits. The hearing in the case that took place at the Bonanjo Court of First Instance yesterday in the country's economic capital, Douala, was adjourned to the 12th of July 2017. The case was adjourned because the lawyers defending the victims did not agree on a document required by the court. It should be noted that the court case, as I indicated, has been adjourned to the 12th of July 2017. Let's now have an excerpt to an interview of the lawyer defending Cambrai in the said incident. Let's hear him in the following excerpt. The matter has been adjourned for us to submit a written submission, because at the last hearing we raised an objection based on the fact that the opposite party, who has introduced the procedure, did not provide evidence of fact. There is a document that they have to produce, and we are awaiting that today they produce it, but they did not produce the document, and the court has asked us to write so that he can take a decision on the lack for them to have to submit this document. That document is the alleged convention which will have been signed between the state and Cambrai, and on which they are laying their claim. Under the normal procedure, they want to provide that document, and they did not provide it, and they said they do not intend to provide it. And that is why we are saying that, as for the previous matter, that is, in French we say that is just a dilatoire, and that we will not be surprised that this matter, like the previous one, finish with the decision from them to withdrawn. And that is something we are strongly against, because this is against the interests of the family. This is against the interests of the victim, with whom we are having discussion in order to settle amicably, and we are effectively settling amicably all those files. They said through mass media that we are going to close file and so on. It should be an occasion for us to say that it is not true. Kamrat is not going to close the file, and we are asking all the families on the victim to go to the point of information and get the right information. And in the coming days, we are going to make a special another confirmation individually to each of those families to confirm that we are not going to close their file after 1 year. And on his part, the lawyer who is defending victims of the Zika train accident of October 2016 has decried injustice. Barrister Frujon was speaking to Equinox Television. You cannot be a signature to a document and you ask some other person to produce it when you have it. Cambrai signed the concession with the state of Cameroon. They are the ones to produce it, not us. When you put a vehicle on the road, a train on the road, a plane on the road, or a ship, the least thing you should do is to insure it now. We're asking for insurance policy. If you don't have the insurance policy, give us guarantee that you'll be able to pay, because this catastrophe is huge. We're talking about billions of CFA. So they must guarantee that they will pay. That's why we're here. We're not here for any kind of document. We're here for them to produce insurance. If they cannot produce insurance, they should produce guarantee that they will pay. Simple.
After several years, the first flight of the Cameroon Airlines Corporation landed at the Bafut Airport in Bamenda, chief town of the northwest region of the country. That was on Tuesday. It was a trial flight of the MA-60 plane at the Bafut Airport, which has simply been abandoned for several years now, as I indicated. Details with Sabanjikan Gabriel. Some overwhelmed Bamenda inhabitants after the first flight of Cameco touched down at the Bafut Airport on Tuesday. The MA-60 mountain plane that was on a trial session in the northwest region used 45 minutes to arrive in Bamenda from Douala. Before the arrival of the flight, safety measures were put in place, as the deputy cabin crew manager confirmed. All the safety measures have been taken in place in respect of the regulation set aside by the International Civil Aviation Authority, ICAO. Before a flight commences like this, we always make a lot of groundwork. So a lot of procedures have been written back at our base in Douala. We've come here to do a lot of safety inspections to make sure that the regulation is well respected. As cabin crew members, we are here with safety, which is our priority, and the commercial aspect of it, and we are ready to come here to Bamenda. The test flight of Cameco to Bamenda falls in the company's restructuring program to give values to domestic flights, and it comes just months after that of Bafusam. The crew members of the national air carrier that visited Bamenda was comprised of Cameco staff and their Chinese partners. The pilot, Captain Tope Martin, says the Bafut Airport is set to handle planes. More than ready this for Bamenda Airport. I don't know what people are complaining. Look at the beautiful installations. We've been saying this for years. Bamenda is more than ready to welcome Cameco flights. We have one of the most modern installations in Cameroon. The crew members also had time to inspect the reception unit of the airport as they prepared to transport passengers at a minimum price of 32,000 francs 3 times in a week. Without any last-minute changes, Cameco's flight to Bamenda are expected to begin this July 20, 2017. Another vacancy has been created at the level of the Senate after Peter Mafane Musonge, the former Prime Minister of Cameroon, decided to resign. The now pioneer president of the newly created Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism tendered his resignation letter to the Senate President, Massenyat Njifendi, stating that he wants to focus on the Bilingualism Commission that he is heading. He was replaced as CPDM Senate Group Leader by Senator Chief Tabe Tando of the Manu Division in the southwest region of Cameroon. Peter Mafane Musonge was appointed at the helm of the Bilingualism Commission on the 16th of March 2017 to uphold bilingualism in the country and equally address the persisting Anglophone crisis. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast. On Equinox Television viewers, we thank you so much once again for joining us. Sivasi Polizanga, bon après-midi. Bonne fin de matinée à vous, Merci. et bonne suite de cette journée. Mesdames, Messieurs, c'est ce que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Prochain rendez-vous avec l'information, 16h. La défense, les avocats des familles des victimes qui sont sous la bannière du collectif Vauquin exigent du transporteur Camrail la production devant le juge des référés d'une police d'assurance. Camrail, pour sa part, estime que les avocats du collectif excellent plutôt dans le dilatoire. Innocent Abegaouna, Donald Anyuzoa. La procédure judiciaire en référé contre Camrail dans le cadre de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 suit son cours. Le collectif Vauquin, représentant les victimes du train Intercity 152 et le conseil de Camrail, était encore devant le juge des référés du tribunal de première instance de Bonadjo. Au sortir de cette audience, le conseil de Camrail va dénoncer l'attitude du collectif Vauquin qui, selon lui, excelle dans le dilatoire. Le principe en droit, c'est que lorsque vous venez au tribunal solliciter
un droit et que vous dites que votre droit se base sur tel document, vous devez le produire. Ils ne peuvent pas l'avoir en leur possession, sinon par des moyens qui sont illicites. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous dénonçons par ailleurs. De l'autre côté, ce collectif utilise des moyens qui sont tout à fait illicites et illégaux et qui sont aux antipodes des règles de notre déontologie. Du côté du collectif des avocats défenseurs des victimes du déraillement des ECA, l'on exige du transporteur Camrail la présentation d'une police d'assurance. Pour produire une police d'assurance, on n'a pas besoin qu'elle soit contenue dans une convention de concession. L'activité de transport nécessite obligatoirement qu'on ait une police. Ça conforte nos doutes. On se demande bien s'ils sont assurés. S'ils sont assurés, pourquoi ils font tant de résistance pour produire l'assurance? Un argument botté et en touche par Camrail qui souhaite mettre l'accent sur l'essentiel. L'issue favorable pour les victimes, c'est l'indemnisation. Et ce que nous dénonçons, c'est l'attitude de ce collectif en particulier qui se détache un peu des autres parce qu'il y a plusieurs avocats. Il ne faut pas croire que Camrail négocie. Il y a plusieurs avocats qui sont impliqués dans ce dossier mais qui n'ont pas les mêmes attitudes que ce collectif. Camrail, prenant position sur la prescription dans le cadre des indemnisations, fait savoir qu'il sera permis aux victimes et ayant droit qui se sont fait enregistrer d'instruire leur dossier même. Comme faire que leur collègue a été brutalement assassiné. Mais quels sont les silences constatés dans cette affaire? Tentative de réponse avec Donald Brice-Kamgang. Si l'on peut se satisfaire du point fait à mi-parcours sur l'enquête ouverte après le décès de l'évêque de Bafia, la communication du procureur général près la cour d'appel du centre laisse des silences retentissants pour plus d'un observateur. L'autorité judiciaire renseigne que 2 collèges de médecins locaux ont examiné la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala les 2 et 22 juin dernier et que des autopsies ont été pratiquées sur le corps du prélat. Cette enquête locale est-elle allée jusqu'à son terme? Sinon, pour quelles raisons? Si oui, quelles en sont les conclusions? Sont-elles en contradiction ou corroborent-elles les résultats présentés par l'équipe de médecins d'Interpol? Au demeurant, qu'est-ce qui a motivé le recours à une expertise internationale? En tout cas, à en croire le procureur général près la cour d'appel du centre, les médecins étrangers n'ont relevé aucune trace de violence sur la dépouille de l'évêque de Bafia, un pan du communiqué de l'autorité judiciaire qui tranche nettement avec la conclusion publiée en mi-juin dernier par la Conférence épiscopale nationale. L'Église catholique avait alors parlé non pas d'un assassinat, mais d'un assassinat brutal de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Peut-on penser que l'Église catholique a pris une position aussi sentencieuse et tranchée sans avoir réuni tous les éléments nécessaires? Quoi qu'il en soit, les prochains développements de cette affaire s'annoncent pour le moins édifiants. Accident ferroviaire des ECA survenu le 21 octobre 2016. Les avocats de... Au-delà du 21 octobre 2017. Et c'est sur ces entrefaits que la prochaine audience a été renvoyée au 12 juillet 2017. Depuis 4 mois, une grande partie de la ville de Mbanga, dans le département du Mungo, est sans énergie électrique. De gros désagréments accompagnent ici le quotidien des populations de cette ville. Découvrons tout cela dans ce reportage de Jacquino Molon et Julingue Nyondé. C'est depuis février 2017 que la plupart des quartiers de la ville de Mbanga, dans le département du Mungo, sont sevrés de l'énergie électrique. 5 mois déjà que les populations sont plongées dans le noir et n'arrivent plus à s'épanouir dans ces conditions. L'éclairage public inexistant, la chute récurrente des poteaux électriques vétustes, des câbles qui jonchent le sol, ce sont autant de clichés qui courroucent davantage les personnes qui vivent dans cette localité. Parce que les lampes tempêtent avec le pétrole. Il y a les congélateurs, le frigo, on ne peut rien, on ne peut pas repasser. Voilà les habits qui sont entassés, les téléphones, on n'a rien écrasé, c'est rien. Nous sommes dépassés. Déjà 4 mois depuis février, nous vivons dans cette situation. Les bandits peuvent sortir ici. Et comme il fait tellement noir, tu ne sais même pas qui est qui. Au centre-ville, par exemple,
L'alimentation en énergie électrique se fait de manière sporadique et de faible intensité. La situation échappe au contrôle du magistrat municipal, visiblement exaspéré par les événements. La plupart de ces ampoules sont grillées à cause de mauvaise tension du courant électrique, qui les grille à tout moment. Maman n'a jamais été aussi éclairée qu'avant. Et nous sommes vraiment désolés. Les poteaux sont couchés. Ça fait plus de 4 mois, c'est vrai. Ce n'est pas la faute de la mairie. Si vous avez du temps, j'allais vous montrer une correspondance que j'ai adressée au chef de centre ASONEL et même au ministre de l'énergie pour dire que la ville de Manga est changée de poteaux pourris qui privent les populations du cours de l'électricité, que les poteaux qui transportent l'énergie vers ces villages sont tombés. Même les promesses électorales faites en 2013, à l'époque de l'ancien directeur général de l'entreprise en charge de la distribution. Good afternoon to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for keeping the rendezvous. You are watching the bilingual newscast on Equinox Television. We are going to begin right away in the French language with Sylvestre Polizangao. Sylvestre, bon après-midi à vous. Good day to you, mesdames, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de journal bilingue de la mi-journée sur Equinox Télévision. Mort de Monseigneur Jean-Benoît Bala après la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre, indiquant que après plusieurs autopsies effectuées sur la dépouille de l'évêque par des médecins légistes commis par Interpol, révélant ainsi que la mort probable de l'évêque serait par noyade. Les réactions n'ont pas tardé, celles des députés qui ont été interrogés à l'Assemblée nationale par nos reporters Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Parce qu'il s'agit d'une actualité brûlante, c'est tout naturellement que les échos du communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre ont résonné jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les députés marquent leur étonnement en constatant que l'affaire n'est pas encore bouclée, même si le procureur général a évoqué la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'ancien évêque de Bafia. Évidemment, en tant que parlementaire, je ne peux pas ne pas me sentir concerné quelque part, et je pense que l'ensemble de la population camerounaise se sent également concernée. Ce drame nous a tous secoués. Maintenant, s'il faut faire la lumière, il faut qu'on soit extrêmement prudent. Ceux qui connaissent l'homme disent qu'ils ne peuvent pas croire à la thèse d'un suicide. Il est évident qu'il y a deux sons de cloche par rapport à l'autopsie initialement conduite par les médecins légistes locaux, mais maintenant c'est au procureur de nous dire quelle est la bonne version entre les deux. Les députés refusent cependant de verser dans la polémique actuelle qui veut opposer les premières conclusions de l'enquête publiées le 4 juillet aux déclarations de la conférence épiscopale privilégiant la thèse d'un assassinat brutal. Même si on a parlé de noyade, noyade ne veut pas dire suicide. On peut vous noyer. Donc ça ne veut pas dire que le communiqué va à l'encontre de ce que le communiqué des évêques nous a enseigné. Donc je crois que ce qui est prudent, c'est qu'on laisse cette enquête très très délicate se dérouler jusqu'à la fin. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que la lumière soit faite. Vous savez, la position des uns et des autres est compréhensible. Maintenant, je ne doute pas du tout d'ailleurs de la position des évêques. Mais voilà, il faut se résoudre à ce que le procureur en charge de l'enquête a dit qu'il n'y a pas eu, apparemment il n'y aurait pas eu violence sur le corps et qu'il se serait noyé, mais tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu assassinat. Puisque les investigations se poursuivent, les députés souhaitent que cela se fasse avec plus de célérité et que la lumière soit faite définitivement sur ce énième scandale qui ébranle l'Église catholique. Tout ce que je peux demander, c'est que l'enquête devrait connaître une diligence un peu plus marquée que celle qu'elle a déjà aujourd'hui, parce que les Camerounais ont envie de savoir, et envie de savoir très vite ce qui s'est réellement passé. Et je pense que la partie qui est relativement
inquiétante, c'est qu'au vu de la position des évêques et de tous ceux qui étaient sur place et qui ont vu le corps de Monseigneur, il semblerait qu'il y ait des assassins dans la nature et donc c'est dangereux pour la société. Et c'est pour cela que la justice doit faire absolument vite pour trouver ces assassins-là. Le procureur général, Jean-Fils Tamac, a promis que les conclusions de l'enquête qui se poursuit seront portées à la connaissance du public. Le moment venu, on ne perd donc rien à attendre. Et c'est donc une multiplication d'interrogations après la sortie du procureur général près la cour d'appel du centre. La réaction de la conférence épiscopale nationale est attendue. Les évêques qui, eux, croient dur